Donc, je te félicite personnellement, Eustache, pour ton ardeur. Ton intensité incroyable qui s'est répercutée sur la vie. Parce que, nécessairement, c'est intense. Donc, je vois comme une qualité que tu dois conserver, cette intensité. Tu es arrivé à produire 3 articles, voire 4, dans un délai incroyable. Puis, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je te félicite pour ça. C'est d'arriver à te concentrer comme ça, puis à mettre tout ensemble et à rédiger. C'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner. Merci. Merci beaucoup. Remarquable. Je vais faire une autre remarque aussi. Tu te souviens d'une rencontre que l'on a eue ensemble où je t'ai demandé de changer de positionnement. En fait, je t'ai demandé en quelque sorte, de quitter virtuellement la ville, poste à Longueuil à la ville. Et puis d'être scientifique, oui. Pour que tu quittes l'opérationnel parce que tu étais prisonnier de ça et que tu ne pouvais pas avoir la pensée scientifique d'abstraction en étant comme ça. Et tu as pris ça au vol, et en l'espace de quelques temps, tu t'es complètement transformé. Donc pour moi, ça a été le moment charnière qui a fait en sorte que tu es maintenant une autre personne d'un point de vue scientifique. Merci, boss. Donc je voulais souligner, tout comme mes collègues ici, les membres de jury, je tiens à souligner la qualité d'écriture, la facilité avec laquelle on peut lire le document. C'est fluide, c'est facile, c'est bien proportionné. Il y a des ajouts qui seront faits suite à la soutenance, mais c'est un excellent travail. Ça m'amène des questions. En fait, des questions, je veux réfléchir. Je ne vais pas réfléchir, je veux réfléchir avec toi. Oui. Faire une question qui est simple à formuler, mais dont la réponse, je veux voir ce que tu en penses. Est-ce que c'est mieux un égo unitaire ou séparatif? Selon ce que tu en sais maintenant, est-ce que les impacts des déversements pluviaux sont plus importants que ceux d'égo unitaire? Je commence par le deuxième, c'est plus facile. Ben, c'est sûr que tout ce que tu as là, avec ça pollue plus que. C'est relatif là-dessus. On a vu avec la caractérisation, avec un des résultats, que on avait quand même des polluants tels que ici, la coliforme féco sur le site unitaire ou sur le site pluvial, qui étaient dans les proportions aussi équivalentes au site unitaire. Mais à part ça, le reste des paramètres, l'étude que nous avons présentée, la façon de présenter, elle est pareille pour les métaux et puis pour les autres aussi. Là. Donc, on ne peut pas, dans mon livre à moi, dire que séparatif est moins bien que l'unitaire. Parce que l'unitaire, ça prend les eaux domestiques résiduaires, forcément, c'est chargé. Et ces eaux, en temps sec, sont traitées. Donc, il faut aller vers la séparation des réseaux. Bien évidemment, dans la littérature, beaucoup tardent encore à venir là-dessus. Mais mon avis là-dessus, c'est que lorsqu'on fait des travaux de réflexion, on en a discuté déjà avec mon boss, c'est qu'il faut profiter de la situation pour faire des séparations de réseaux. Ici, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est la pointe. La pointe qui est ici. Dans un réseau séparé, beaucoup plus en amont, où c'est séparatif, peut-être que pris individuellement, pour vous, ça ne va pas donner grand-chose, mais quand on accumule ces petites économies de volume qu'on fait ça et là, ça peut réduire cette pointe qu'on a ici. Et donc, pour moi, définitivement, le réseau séparatif, c'est ce qu'il faut. Mais les villes étant bâties au milieu des années 50 et autres, avec les réseaux unitaires, on est pris avec. Mais quand on fait des densifications majeures, comme on le fait vers le Vieux-Port à Montréal et autres, il faut profiter pour pouvoir séparer les réseaux quand on peut. Mais la difficulté est que nous sommes dans un territoire bâti, déjà bâti. Et quand c'est bâti, il y a des commerces, il y a des rues, et aller dans les commerces pour pouvoir créer tout ça, ça a un impact non seulement sur l'économie, mais ça a un impact également environnemental,
parlant des petits commerces qui sont là. Il y a une contribution personnelle d'une amie de la ville de Montréal qui fait un doctorat aussi à Concordia, qui dit que les coûts sociaux liés à ces travaux-là sont extrêmement importants et d'habitude vont dépasser même les coûts que nous, on estime comme le coût des travaux. Et donc, c'est des considérations à tenir compte quand vient le temps de faire des choix de ce type-là. Tu as dû lire à un moment donné une ou des études de Gaston Chabot et Marie-Christine Roman. Oui. Dans l'une des études, on montrait entre autres que le zinc qui rentre dans un égout unitaire rentre à 85% soluble. Oui. Et en ressort, la partie qui ressort en temps de pluie, à 85% insoluble. Oui. Et tu sais que plusieurs polluants se fixent au solide. Oui. Donc, l'égout unitaire permet au moins, lui, de transférer le polluant sur la masse solide. Et on sait que la masse solide, s'il y a une possibilité de pouvoir traiter l'eau, et les chercher. Exact. Donc, l'égout unitaire aurait-il un avantage? Oui, tout n'est pas négatif avec l'unitaire. C'est un réacteur, finalement, Exactement. Un réacteur qui permet une transformation qui peut être céso-vol comme un avantage. Tout à fait. Effectivement, dans l'égout unitaire, l'étude a mis en évidence que les polluants nutritifs, phosphore et azote NTK, étaient effectivement corrélés avec les MES. Aussi les polluants organiques, là je ne les ai pas présentés ici, et avec les polluants organiques également. Et donc, quand on arrive à ça, étant donné qu'un grand nombre de paramètres polluants, que ce soit les HAP ou les métaux, s'agglomèrent sur les particules, effectivement, par décantation, lorsqu'on vient réduire donc les proportions de matière en suspension, on vient de facto abattre ces polluants-là. Et donc, ça peut être intéressant. Mais c'est un des points les plus intéressants, peut-être parmi les moins bons. Donc, ça peut être ça. Donc, je voulais vous montrer ici, effectivement, les résultats là-dessus. C'est un résultat qui confirme la littérature. Nous avons ici, les concentrations sont là, sur le site unitaire ici. Quand on prend le phosphore, le zinc, quand on prend le phosphore avec la DCO, la DBO et autres, on le voit ici, ils ont une très bonne corrélation, jusqu'à avoir le coefficient de corrélation, sur le site unitaire ici. Sur le site pluvial, les coefficients de détermination sont beaucoup plus faibles. On a ici 0.37, 0.48, alors qu'ici, on a 0.92 et autres. En ce qui concerne les concentrations, lorsque on arrive au flux, ici, et qu'on fait le flux de COV, de DCO, de DBO, de NTK et de phosphore en fonction des flux de concentration de MES, on a ici, dans une proportion, le minimum qu'on trouve ici, c'est 0.97 comme coefficient de détermination. Autrement dit, 97% de la variation des matières nutritives et des matières organiques sont expliquées par la variation des matières en suspension. Et donc, comme le dit le boss, rendu là, décanter ces matières en suspension vient également abattre tous ces polluants-là. C'est un point intéressant. Donc, il y a un angle intéressant avec l'égout unitaire. Tout à fait. Mais, oui. C'est ça ta première réponse? Oui, c'est bon. Dans ce cas, profitons de l'égout unitaire. Tu as parlé de leur entretien. Oui. Donc, la ville à ta charge. Que fais-tu demain matin au sujet de ces entretiens? Bon, si vous voulez me renvoyer de mon travail, mon boss est là, il vous dit que la ville a ma charge. Bon, c'est démontré dans plusieurs études. Oui. Oui. Des problèmes de dépôt, de curage. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher ça? Ben, effectivement, c'est un gros problème. Et pour moi, c'est le problème des prochaines 30 années à venir. On a bâti des réseaux. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, avec aussi la croissance démographique, beaucoup, l'entretien n'a pas suivi. Et comme je le disais, dans ma pratique privée en tant qu'ingénieur, j'ai vu ça.
J'ai vu ça. Et la ville de Longueuil, avec notre directeur, par exemple, pour le cas que je connais, spécialement cette année, il y a eu quand même 1,5 million ou 2 millions qui ont été faits pour pouvoir récurer les réseaux. Et ça part un peu de ce qu'on a observé, de ce que les études donnent. Mais je pense que toutes les études vont aller dans ce sens. Ça dépend de la compréhension certainement des politiques et puis aussi de nos patrons. Nous, notre patron qui est là, il a pesé de tout son poids pour qu'on puisse avoir du budget pour aller récurer. Et comme je l'ai dit, il y a une problématique qui est là-dessus. Ça réduit la capacité hydraulique de la conduite. C'est important. On a vu des conduites qui sont obstruées à 60 à 75%. Et ça, ce que ça crée comme conséquence, ça va refouler chez les citoyens. Et on n'est pas bien non plus parce que c'est des réclamations, des dommages en intérêt, tout ça, et donc il faut payer. Donc, à un moment donné, je pense que, comme j'emprunte l'expression du directeur du génie de la ville de Longueuil, il faut penser global et agir localement. Et sur cette question, je pense que ça devrait être l'une des solutions. J'ai des amis à l'université Paris Diderot qui font des recherches également sur la sédimentation en conduite. Et il faut utiliser, parce que les gros collecteurs, ce que moi j'ai utilisé, c'est 3600 de diamètre par exemple. Je peux marcher pratiquement là-dedans avec mon auto. Là. Et donc, il faut des bateaux, des trains, des bateaux vannes, des trains pour pouvoir aller les récurer. Il y a les technologies pour ça. Donc, il faut aller les récurer et il faut donner un meilleur niveau de service au réseau. Je suis totalement d'accord avec ce commentaire-là. Moi aussi, j'aborde dans le sens. En fait, moi, la présidente de jury, c'est comme mon domaine de recherche. Oui. Pour les utiliser. Donc, j'ai bien apprécié, oui, la lecture du travail, très bien structurée, très bien organisée, très complet aussi, l'étendue du travail. Donc, c'est bien, c'est transparent. C'est très clair à la lecture du document qu'il y avait beaucoup de travail derrière ça. Merci. Et aussi la présentation qui est encore plus vulgarisée, si on veut. Donc, vous semblez très à l'aise à présenter en maîtrise de votre sujet. Donc, j'aurai des petites questions pas trop compliquées. Merci. Je ne suis pas la spécialiste du domaine, je vais laisser ça à mes collègues qui comprennent mieux ça d'ailleurs. Donc, j'avais une question, notamment dans le chapitre 5 par rapport au modèle utilisé. Oui. Donc, pouvez-vous parler, parce que vous parlez de calibration de modèle, tout ça, je connais Oui. tout ce modèle-là. Oui. Expliquez un peu en quoi consiste le modèle, en quoi consiste la calibration, comment vous avez travaillé avec le modèle, juste me résumer ça un petit peu. OK. Le modèle qui a été utilisé, c'est un modèle développé par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, USCPAD, c'est le modèle SWIM. Et ce modèle, si vous voulez, c'est un modèle conceptuel. Il est basé sur la connaissance des phénomènes qui se passent sur le bassin. Et donc, celui que nous avons utilisé, il était déjà monté pour le bassin en question, mais les données de terrain, les données d'observation manquaient pour faire son calage, pour faire la calibration. Et donc, avec mes données récoltées, j'ai pu faire la calibration de ce modèle. Et donc, la calibration qui est le choix, l'optimisation d'un jeu de paramètres pour que le modèle puisse opérer. Donc, c'est juste ça. Et donc, il y a des paramètres qui sont déjà intégrés au modèle, qui sont les paramètres régionaux du bassin, c'est-à-dire les pentes, les pourcentages d'imperméabilité, la largeur donc, du bassin ou des sous-bassins, tout ça, c'est inclus dans le bassin. Et donc, dans la phase de calibration, vous allez voir est-ce que ces paramètres, si on les diminue ou on les augmente, comment est-ce que ça va. Donc, le modèle a un outil qu'on appelle l'outil donc, de calibration. Et ça va jouer avec la sensibilité de ces différents paramètres-là. Donc, ça a été un très bel exercice, un exercice long. J'avais 8 pluies, et lorsque on le lance pour un, il faut attendre le lendemain ou 2 jours après pour avoir les résultats. C'est très long et très fastidieux. Et ce qu'il faut retenir aussi là-dessus, le modèle reproduisait très bien les événements de forte intensité. Par contre, les petites pluies étaient moins reproduites. Cela suggère également que dans un contexte de changement climatique où les événements extrêmes devraient être de plus en plus réguliers, fréquents, le modèle est bon. Mais par contre, pour gérer les petits événements qui entraînent des débordements très dilués,
le modèle est moins bon. Donc c'est ce qu'on peut observer là-dessus. Et quelles étaient les limites de ce modèle-là dans votre utilisation? Alors, j'imagine que les paramètres que vous auriez voulu calibrer ou modifier, que vous n'avez pas accès. Est-ce qu'il y avait des limites à l'utilisation de ce modèle-là? Non, les limites, c'était beaucoup plus la limite des temps, temps là-dessus, parce que le temps pour que ça tourne, c'est long. C'est ça qui était beaucoup plus, peut-être, les contraintes majeures rencontrées là-dessus. Et assez rapidement, avec la série de données que j'ai, il y a 2 événements pour lesquels ils ne calaient pas bien parce qu'ils sont très faibles. Les événements de pluie étaient faibles, c'était 3 mm de pluie qui sont tombés, et ces 3 mm de pluie, ça a débordé parce que quoi? Parce que c'est arrivé à une période de la journée qui est la pointe. Donc, les événements pluvieux sont très importants, mais l'instant de leur survenance l'est aussi également. Parce que si ça arrive à une période creuse, cette pluie de 3 mm n'aurait pas certainement entraîné le débordement. Mais étant donné que ça arrive à 18h, à 19h, au moment où tout le monde est à la maison, là, ça fait un débit de plus qui vient entraîner le débordement. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai eu comme problème, véritable problème, c'est le calage des petits événements. J'ai une autre question pour la slide 40. Oui. Donc, en matière d'aménagement du territoire urbain, on parle de promouvoir une politique de zonage favorisant la climatisation. Donc, on en parle là de l'ajout d'espaces verts. Tout à fait. Mais en même temps, on veut encourager l'identification plutôt que l'étalement urbain. Oui. Moi, dans ma lecture de ces 2 points-là, j'ai une contradiction. Alors, pouvez-vous me dire, si j'ai raison d'avoir ces 2 points-là, et comment est-ce que vous allez gérer ce... Madame la Présidente, vous avez raison. Ça, c'est vous avez raison. Là-dessus, quand on parle de favoriser la densification, effectivement, c'est les bâtiments là. Bâtiments, tout ça c'est lié, lié au fait que croissance démographique, exode vers les centres urbains, il faut trouver les logements. Mais pourquoi est-ce qu'on va bâtir, par exemple, R+1 ou bien avoir une grosse maison avec 2 garages alors qu'on peut faire une maison en hauteur? Alors, ces maisons aussi, pour parler de verdure là-dedans, il y a les toits verts, les technologies de toits verts. On le voit ici sur la bibliothèque de Toronto ou de Vancouver, je crois, un des deux. Il y a les toits verts qui sont là. Cette technologie va réduire également non seulement les apports de chaleur, mais ça va contribuer à infiltrer, à filtrer l'eau qui passe par là. Donc, c'est une technique de verdure également. On n'a pas forcément que ce soit peut-être au sol, mais au sol, il y a toujours moyen quand même de réduire avec les stationnements qui respectent aussi ces genres de pratiques également. Il y a les stationnements aussi. On peut faire des stationnements en gazon. On peut, donc, avec les toits verts, les stationnements en gazon, et puis peut-être de la rétention avec des matériaux filtrants sur le bassin, ça peut contribuer à réduire les volumes qui vont au milieu récepteur. C'est un peu ça. Mais tout le paradoxe dont je parlais en début de mon introduction, c'est là qu'on trouve ça. Parce que malgré tout ça, il y a aussi une démolition de la population. Oui, tout à fait. Problème. Ah oui. L'augmentation des volumes, etc. Donc, il y aura des impacts. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, dans la limite, nous n'avons pas caractérisé quand même les apports liés quand même à la croissance démographique et à l'urbanisation. Mais effectivement, pour le réseau que je connais, quand on regarde, il allait avoir, par rapport au débit actuel des ménages, il allait quand même avoir environ entre 10 et 15% d'augmentation, par exemple, là, ultimement, c'est-à-dire dans les années 70, par exemple. Mais ça, il faut vraiment prendre l'étude au sérieux et puis prendre des actions là-dessus. Directeur, vous avez dit que c'est très difficile. Oui. Je me suis dit que j'allais continuer là-dessus un peu, même si je n'avais pas prévu, parce que c'est intéressant. Puis vous avez eu le réflexe de 95% des gens, je dirais, au Québec à tout le moins, là, qui disent qu'il faut séparer. Mais je pense qu'on a un petit peu la même vision là-dessus. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est toujours le cas.
Ça dépend vraiment du réseau, de ses caractéristiques, de toutes les contraintes. Ça dépend de plein de choses. Juste une chose, peut-être que vous nous ramenez à votre tableau où vous avez comparé des concentrations séparées du réseau communautaire. Oui. Là, bon, c'est sûr, quand on regarde ça comme ça paraît assez clair que pour la plupart des polluants, les concentrations sont moindres dans les pluviales, là, on s'entend là-dessus. Oui. Par contre, si vous avez 8 événements, est-ce que votre jet séparé a envoyé des eaux seulement 8 fois dans le fleuve? Non, non, il envoie tous les jours. À chaque pluie, lui, il envoie là. Voilà. C'est ça. Donc, ça peut être à terme, sur la période. Et parce que ici, ce que j'ai voulu faire, c'est une étude événementielle. Non, ça, je comprends. Non, je comprends. Donc, c'est une étude événementielle. Sinon, si on prenait une étude à l'échelle annuelle, ce qui est courant dans la littérature, effectivement, en chronomètre de 1er mai jusqu'au 30 septembre, c'est beaucoup plus important parce que toutes les eaux qui tombent directement au milieu récepteur. Donc, en termes d'apport de polluants, c'est extrêmement important. C'est pourquoi, justement, il faut regarder pour voir qu'est-ce que les organismes gouvernementaux font sur le réseau pluvial. Dans d'autres pays, par exemple, on essaie de regarder, il faut enlever quand même soit les matières en suspension ou bien enlever quelques grosses particules. Mais encore au Québec, on croit que, écoute, c'est du pluvial seulement qu'il y a dedans, écoute, ça go, puis ça finit là. Mais en réalité, l'apport est très important sur l'ensemble de la période. Je suis d'accord avec ça. Donc, même sans tenir compte des transformations, si on regarde vraiment juste sa charge totale sur l'année, très important, oui. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre thèse, mais je pense que je n'ai pas bien saisi comment vous l'avez démontré. Oui. C'est que vous nous dites que les dépôts seraient une source importante de contamination. Oui. Vous répétez, vous expliquez sur quoi vous vous appuyez pour arriver à cette conclusion-là. Que c'est une... Vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il y avait une forte contribution des dépôts au flux d'autodiversité. Oui. Je suis parti sur les résultats, je suis allé peut-être plus vite en montrant ça, mais effectivement, c'est ce qui est là. Les dépôts, ça a été mis en évidence par la caractérisation de l'échantillon moyen de temps sec. J'avais une caractérisation de 8 événements, quand je prends les matières en suspension par exemple, sur le bassin, avec une moyenne pondérée au volume qui donnait 187 mg par litre de MES. Et sur le même réseau, en temps sec, c'est-à-dire, j'ai commencé de 12 heures aujourd'hui, 12 heures demain, la moyenne me donnait 60. Alors que le ruissellement me donnait 30. Donc, il y a eu une réaction physico-chimique à l'intérieur du réseau et qui est donc l'érosion des dépôts en stock qui contribue à ça. Donc, c'est en comparant le temps sec et le temps pluie dans un même réseau? Oui, avec le ruissellement, oui. Ce n'est pas en comparant le séparé? C'est pas en comparant le séparé, non. Parce que, juste pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça, oui. Quels seraient, d'après vous, les processus physiques justement qui expliquent cette contamination-là des rejets de réseaux d'égout unitaires? Il y a le dépôt et la remise en suspension. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, le tout part d'abord du fait que les stations d'épuration atteignent rapidement les capacités. Oui. Donc tout part de là. Si la station fournissait comme il faut, peut-être qu'il n'en a pas à avoir de survesse. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les processus physiques qui font qu'il va y avoir beaucoup de MES, par exemple, dans un débordement de réseau unitaire, alors que dans des eaux usées, il n'y en a pas tant que ça? Oh oui. Si je remonter vraiment à l'origine, à partir de la pluie, qu'est-ce qui fait que... Lorsque, en temps sec, nous avons des accumulations de polluants sur le bassin. Et en temps de pluie, on a un lessivage de tous ces éléments qui vont dans le réseau unitaire. Et étant donné que les dépôts de temps sec aussi dans le réseau sont remis en suspension, c'est beaucoup plus au niveau aussi de la vitesse de sédimentation. Donc, en temps sec, ça sédimente bien au fond. Et puis, sous l'énergie de l'écoulement, ça vient remettre en suspension. Donc, je ouvre même, je crois, une perspective dans le document qui n'est pas présentée ici, là-dessus.
il faut aller caractériser donc cette vitesse de sédimentation en réseau pour voir comment est-ce qu'on pourrait traiter. Donc, il y a accumulation, lessivage, déposition, érosion. Oui. Je pense que c'est ça. C'est tous ces éléments. Ok, c'est bon. C'est bon là, c'est très bon.